Ok, alors on va continuer sur ces questions-là. Tu peux rester ici, Mehdi, avec maintenant deux exemples concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle et de ces outils en agriculture. Et pour le premier exemple, je vais demander à Francis Jumel de nous rejoindre. Donc Francis est responsable du pôle agriculture chez Telespazio, qui est donc un fournisseur de solutions sur le traitement d'images. Donc va nous expliquer en quoi l'intelligence artificielle est utilisée par Telespazio, et ça a été cité tout à l'heure, Telespazio est partenaire de notre programme ADEMAR, et donc j'imagine que tu nous en feras mention dans ton exposé. Bonjour à tous et toutes. Oui, donc Francis Jumel, je suis responsable du pôle agricole pour Telespazio depuis 6 années maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment Telespazio, si ça vous parle ou pas. Quelques mots. En fait, Telespazio n'est pas une start-up. On fait partie d'un groupe appartenant à Leonardo et Thales, deux spécialistes du monde du spatial, spécialisés en plus dans l'observation de la Terre. Et au sein de cette équipe, on a toute une partie agricole qui utilise en fait l'ensemble des radars, satellites radars et optiques que l'on a à disposition pour délivrer des services. Donc on est vraiment une boîte de services. Dans le cadre de ma présentation, je vais faire état en fait d'un satellite basse orbite qui s'appelle le drone, pour voir comment on utilise avec le drone et l'intelligence artificielle l'ensemble des outils que l'on a à disposition pour détecter des adventismes, mais pas uniquement que des adventismes. Donc la genèse, en fait, ça commence en 2016 avec une demande spécifique de deux agro-industriels, Bonduelle et Nataïs. Nataïs est le leader européen du maize popcorn, basé dans le sud-ouest, suite à des problématiques remontées de présence d'alcaloïdes et de graines de datura dans leurs produits finaux. Donc ils nous ont contactés et nous ont demandé d'essayer de trouver une solution pour qualifier la présence de datura à la récolte afin d'écarter tout ou partie de leur récolte, mais aussi de pouvoir épurer éventuellement pour sauver leur récolte. Donc depuis 2016-2017 et jusqu'en 2018, on a commencé à travailler ces acquisitions, définir beaucoup de capacités de détection également et d'évaluation des modèles pour en fait commencer à commercialiser le produit qu'on appelle GeoAdventis en 2019. Et depuis 2019, donc on a amélioré, comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, on est sur une évolution en continu, améliorer notre modèle de détection Datura jusqu'en 2025, puisqu'on a réinjecté, par exemple, pour donner quelques idées de données qu'on a réinjectées dans le modèle en 2025 pour le Datura, on est à 1,8 million de détections de Datura au sein des parcelles. Et puis depuis 2021, on a essayé de compléter en fait cette approche par d'autres modèles pour la détection de corps étrangers dans les cultures de légumes-feuilles qu'on appelle GeoCleanCrop, mais également de nouveaux modèles de détection précoce ou pré-récolte en fonction des demandes du marché. Donc on a développé à peu près aujourd'hui, il y a 16 modèles d'adventistes qui existent, capables de détecter de façon précoce, c'est-à-dire dès le stade cotylédon première feuille jusqu'au stade graine, bog, pour le datura ou pour la morelle avec les baies. Voilà un petit peu. Et très récemment, notamment pour le monde de la semence production de tournesol, on a développé GeoCalicide qui permet de détecter des phénotypes différents dans les cultures. Donc en quelques mots, là on est aujourd'hui sur un process industriel. On a survolé à peu près un peu plus de 60 000 hectares, tous services confondus. Il ne faut pas oublier la composante drone puisque c'est 16 000 missions avec des autorisations qui sont très particulières, puisqu'on mixe drone et intelligence artificielle. Et ce qui est très important pour le monde agricole, c'est de pouvoir délivrer en fait ces cartographies, ces données le plus rapidement possible. Et on est en moyenne à 1,7 jours après le survol drone.
Tout confondu, cette année, on va être à plus de 2,8 millions de détections d'adventisme, mais aussi de corps étrangers, que l'on va réinjecter dans les modèles des années 2026. Et on peut dire que déjà les modèles 2026 seront assurément plus performants que le modèle 2025. Comment ça se passe concrètement ? Je vais le faire simple. Vous avez l'acquisition qui se fait par drone, avec des caméras que vous allez voir juste après, bien spécifiques. Il y a une hauteur de vol à caler en fonction de l'objet d'intérêt et de la taille de cet objet d'intérêt. Les acquisitions se font le jour N, sont envoyées sur un serveur le jour même ou le soir, sont traitées par l'intelligence artificielle et sont revues à l'œil d'expert avant d'être livrées sous les 3 jours maximum, en 1,7 que je viens de vous préciser, sous différents formats qu'on va revoir juste derrière. Donc l'idée, c'est que les détections soient géolocalisées au sein de chaque image pour être reportées dans un outil de type CSV, fichier shape, également des smartphones, pour aller identifier l'objet d'intérêt au sein de la culture de façon plutôt précise. C'est plutôt le facteur smartphone qui est limitant aujourd'hui. Donc avec les 3 services que vous voyez. Ce qui fait notre particularité aujourd'hui et ce qui a permis d'industrialiser, c'est la haute définition que l'on utilise. On est sur du drone relativement grand, il fait 1,15 m, 1,10 m de diamètre, qui résiste à certaines conditions et qui est déjà homologué pour la nouvelle réglementation. Donc c'est du DJI, grosso modo. Et ce qui est surtout capable d'embarquer un véritable appareil photo. Donc là, vous avez les 2 types d'appareils photo disponibles, les Sony Alpha 7R4 ou l'ILX LR1, qui sont 2 appareils photo de 61 millions de pixels, qui permettra d'avoir une définition au sol de l'ordre de 2 à 3 mm en fonction de la hauteur de vol. Dans le cadre d'Ademar, on sera plutôt proche du millimètre, malheureusement, pour l'instant, avec ce type de capteur. Voilà, donc la haute définition, c'est ce qui va permettre d'avoir une base de qualité pour délivrer ce type de détection. Donc là, vous êtes sur un vol à 25 mètres de hauteur et vous voyez le type de détail que l'on peut aller chercher pour la détection du datura de façon précoce. Je vais passer rapidement les images. On est aussi capable de discriminer certaines plantes au sein de forêts, en l'occurrence de Xanthium. Là, c'est un exemple typique. Chaque année, on l'a, que ce soit en France ou en Espagne. On nous dit non, il n'y avait pas de datura dans la parcelle. J'en suis sûr. On livre la parcelle. Là, l'agriculteur est scotché à chaque fois de retrouver le datura. Alors, on a des capacités de détection de ce type-là, mais au sein d'une forêt de Xanthium, vous pouvez aller chercher une caractéristique de la plante. On n'a pas besoin de la plante entière pour aller le chercher. Le petit chiffre que vous voyez en haut à droite, c'est le niveau de confiance du modèle. Donc n'oubliez pas, on est sur un modèle avec une base qui a été faite depuis 2016. On aimerait bien que tous nos modèles répondent de la même façon quand on est sur ce type de détail. D'autres caractéristiques, on n'a pas besoin d'avoir la totalité de la plante, comme je vous le disais. Là, c'est un exemple en sarrasin, l'une des cultures les plus compliquées dans lesquelles on peut détecter le datura. Mais vous voyez, un bout de feuille suffit, même au travers d'arbres. Les photos sont lourdes, je pense. Voilà, celle-là, je l'aime bien parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans un modèle, c'est que vous allez identifier un certain nombre de bonnes détections, c'est-à-dire de plantes avérées en termes de datura, mais aussi potentiellement pas mal de faux positifs. Et c'est cette balance-là qui est très importante quand on livre les résultats, c'est d'aller chercher l'ensemble des daturas et de travailler en fonction des seuils. Et vous voyez le petit bout de feuille que vous avez, le petit bout de feuille que vous avez ici, là, qui est à 0,13, ça c'est un peu la force de notre façon de faire, c'est-à-dire que chaque détection, à partir d'un seuil, est revue, qualifiée par un opérateur avec une formation Malherbe, qui leur permet de livrer au moins sur ce cas-là un doute en disant attention, vous avez un bout de feuille qui ressemble à un datura, ça pourrait être du kénopode hybride, mais a priori c'est du datura, on vous laisse un doute ou on valide la détection. Donc ce qui veut dire que chaque détection est revisitée avant la livraison sur le terrain pour les adventistes qu'on va citer derrière. Il n'y a pas de modèle parfait malheureusement, c'est un compromis entre les oublis et les bonnes détections. Donc si on ne veut rien oublier, il faut travailler avec des seuils relativement bas.
Et on est capable de délivrer plusieurs adventices. Donc là, au sein de cette photo, vous avez à la fois du datura relativement bien développé, un petit datura également. Là, aujourd'hui, un technicien passe à côté, je ne suis pas sûr qu'il le voit. Et puis de la morelle également, qu'on est capable de délivrer de façon industrielle également aujourd'hui. Et depuis, on développe en fonction des besoins. Ça, c'est un exemple que j'adore, puisqu'on l'a développé en 6 mois. Ce qui n'était pas le cas du datura, mais c'est les repousses de pommes de terre. Donc les repousses de pommes de terre, l'enjeu c'est d'éviter la présence de baies par exemple dans les petits pois, c'est d'éviter la présence de doryphores, même si ça fait des protéines, c'est pas souhaité quand même par l'agro-industriel au final, c'est de limiter la présence de doryphores. Et ce modèle a répondu très bien parce qu'on a pu la qualifier très vite et on avait les images à disposition, mais c'est surtout que la plante avec ces caractéristiques, n'a pas d'équivalent, quasiment pas d'équivalent dans les parcelles. Donc le modèle répond très bien, même avec un nombre de labels. Alors, on a plus de 20 000 labels quand même, mais avec un nombre de labels limité. Voilà, je vous passe le chardon, c'est les mêmes technologies. Pour la production de semences, on est capable de détecter le tournesol également dans un environnement de 900 mètres autour des parcelles de production pour éviter toute contamination de pollen et d'éviter donc d'avoir des problèmes de pollution. Et enfin, avec les semenciers, on travaille également la détection. Ça, c'est un peu plus challengeant. Hein, c'est d'aller chercher des hors-types dans la production de tournesol. C'est pour vous donner quelques idées. Mais on va chercher en fait vraiment un phénotype différent qui peuvent être là. Alors, c'est des plantes qui sont un peu plus avancées, avec des feuilles plus ou moins gaufrées, avec des feuilles lisses, avec des couleurs différentes. Et ce qui permet aux équipes d'aller épurer de façon ciblée. Au lieu de passer tous les 2 rangs avec 20 personnes, là, on livre une cartographie qui vous permet d'aller chercher les hors-types dans l'environnement, avant épuration ou après épuration. Voilà. Et le dernier qu'on a développé avec 2 agro-industriels depuis 2021, alors on n'est plus du tout sur les adventices, mais c'est pour vous donner une idée. Et là, on délivre 3 informations. On va détecter tout ce qui est tout ce qui est objet artificiel. Donc là, vous voyez des tuyaux, des bâches plastiques, des sacs McDo. McDo, je dois dire 3 marques, non? C'est Quick et autres. Donc voilà, donc on est capable d'aller chercher des bouteilles et autres. Tout ce qui est débris végétaux également, cannes de maïs, racines de maïs, et les grosses pierres par rapport à une problématique non pas industrielle, mais de casse matérielle. Voilà, donc sur une même image, on peut aller chercher plusieurs informations et délivrer plusieurs services. Voilà pour vous donner quelques informations sur les réalisations aujourd'hui. Et après, l'objectif, c'est vraiment de faire... un peu trop vite, c'est de faire en sorte que ces informations soient utilisables et utilisées par les producteurs ou les agro-industriels derrière. Donc on peut l'intégrer dans du matériel de type smartphone pour aller épurer de façon manuelle. Dans le pulvérisateur, pour faire la pulvérisation ciblée, puisqu'on est capable d'identifier un taux de couverture à la parcelle. Et comme sur l'exemple de gauche, on va avoir une réduction d'utilisation des produits phytosanitaires de l'ordre de 80% en fonction de la parcelle. Si je prends le chardon, l'année dernière, on était à 91% de réduction au sein des parcelles de tournesol. On peut l'intégrer dans le matériel de récolte, donc ce qui permet d'organiser les chantiers de récolte, de commencer par les parcelles indemnes ou relativement propres pour finir par les parcelles les plus sales. Dans le cadre du datura ou d'adventice, ça peut faire sens d'avoir cette cartographie, ces cartographies de l'exploitation avant de commencer les récoltes. Mais on l'intègre également dans le matériel pour aller faire du broyage ou du binage, voire un petit message pour les fabricants de robots, peut-être aussi avoir une interopérabilité avec les robots pour aller biner uniquement ou désherber uniquement dans les zones d'intérêt. Donc une fois que je vous ai dit ça, comment ça marche derrière? Donc la méthode est relativement simple, connue, mais il faut quand même la répéter de multiples fois. Donc vous avez d'abord l'acquisition, et après, donc sur la base des images que l'on a reçues, on va commencer, c'est ça le travail le plus fastidieux et le plus important, c'est d'aller labelliser les images avec les objets d'intérêt, donc les adventices. Je vais prendre l'exemple du Senson après pour vous montrer où on en est. Mais c'est ça qui est le point très, très important. Après, donc, on sélectionne différents types de réseaux de neurones. Là, je vous ai donné quelques exemples. Nous, on ne travaille pas spécifiquement avec un, mais on mixe
et on customise en fait ces réseaux pour aller chercher le maximum de détection. Vous avez des réseaux qui vont vous donner plus de faux positifs, d'autres moins de faux positifs ou plus de bonnes détections. Donc on mixte, on challenge, on évalue les réseaux et après on déploie. La deuxième phase, la plus importante, c'est le contrôle, ce qu'on appelle nous le contrôle qualité. Donc en fait, toutes les images qui sont traitées, une fois qu'on a délivré le service, toutes les images sont revues, qualifiées et réintégrées pour livrer les images de l'année N, mais réintégrées dans la base de l'année en cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, en 2022, le modèle Datura n'avait jamais vu de Datura. On rappelait 2022, année très très sèche. Les plans de Datura et malheureusement les cultures ont séché sur le champ. Donc on s'est retrouvé en pleine campagne à essayer de détecter des Datura que le modèle n'avait jamais vus, puisqu'il n'avait plus de feuilles, il n'avait pas de bogue, il n'avait pas de fleurs, il n'avait que les tiges. Et les tiges, pour les agro-industriels, c'est une source de contamination avec les jus, donc il fallait absolument les détecter. Donc on s'est aperçu de ça en cours de campagne. On a immédiatement cherché les images avec ce type de Datura complètement sec. On a réentraîné le modèle en pleine campagne et en 3 jours, on a pu relivrer et aller chercher ce type de détails. On n'était pas complètement exhaustif parce qu'il faut du contexte, il faut beaucoup d'images. Mais pour 2023, une fois qu'on avait repris tous ces contextes-là, le modèle répondait parfaitement. Donc ce que disait tout à l'heure Mehdi, c'est qu'on est en perpétuelle amélioration et c'est les contextes qui nous permettent chaque année d'améliorer le modèle. Et donc le gros point positif, c'est de pouvoir avoir ce contrôle qualité en cours de campagne et de réinjecter chaque année les données de l'année précédente. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, dans le projet ADEMAR, donc on a un sacré challenge à essayer de détecter le senson. Donc aujourd'hui, on utilise le même matériel. Au lieu de voler alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on vole entre 25 et 38 mètres, 45 mètres pour certaines détections. Voilà, ça dépend le type de détection. Là, on est obligé de voler à 16 mètres, entre 16 et 18 mètres. Donc on a préféré partir plus bas pour avoir des images de qualité encore meilleures et être sûr de ce qu'on labellise. On a un débit de chantier qui est très court, puisqu'on vole à 2 mètres secondes, alors que les autres, on est plutôt entre 4 et 5 mètres secondes. Et on va avoir des vitesses d'obturation un peu particulières, mais ça, c'est pour la qualité des images. Les contextes donc, que l'on a pu faire depuis le début du projet, on est sur à peu près une dizaine de cultures, donc aussi bien de l'oseille, de l'artichaut, du thym et ainsi de suite. J'en profite pour solliciter la salle si vous avez des présences de senson au début du printemps prochain. Nous sommes preneurs d'acquisitions complémentaires pour entraîner nos modèles et c'est une alerte au peuple que je fais. Très importante pour l'avenir du projet. Et on a commencé à labelliser, principalement sur 4 cultures, oseille, artichaut, mélisse, échinacée, et on a commencé la coriandre également, donc où on va labelliser du stade 4 feuilles jusqu'au stade floraison. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc concrètement, là vous avez, je ne sais pas si ça rend bien, si vous voyez, donc là vous avez un peu de gaillet à gauche, et puis on va chercher et labelliser à la main ce type de détection pour entraîner le modèle. Donc un label, c'est une détection. Donc imaginez, vous avez des images qui font à peu près 200 mètres carrés et on est obligé avec nos experts Malherbe, de reprendre chaque image, d'aller chercher au départ ces images très fines au sein de la végétation pour labelliser et commencer à entraîner un premier modèle. Ce premier modèle va nous permettre, donc ça c'est tout ce qu'on... Alors on a triché un peu, on va voir des parcelles des fois qui sont sans culture, des parcelles qui ne sont pas forcément que des cultures cibles pour le projet ADEMAR, mais ça nous permet d'avoir des contextes et d'entraîner. Voilà, donc aujourd'hui, là, on va avoir à peu près 6000 labels de ce type-là au sein de différentes cultures. Et le premier modèle est sorti, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite en termes de labellisation, puisque ce premier modèle va aller nous détecter des vrais sensons, des faux positifs, et donc d'avoir cette revue qualité. On rentre dans le process actuel. Donc on va pouvoir accélérer maintenant le process d'identification du senson dans différentes cultures. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous sur la façon. Donc le premier modèle donc aujourd'hui est créé. On a 1500 labels pour
ce premier niveau, d'ici la fin de l'année, comme je disais, on devrait avoir plus de 6000 labels sans aucun problème pour entraîner un deuxième modèle et délivrer le premier modèle abouti, je pense, au mois de mai-juin, dans certaines cultures. Voilà, en termes de conclusion, ce qu'il faut retenir concernant la création des modèles, c'est qu'en fonction de l'objet d'intérêt ou de l'adventice que vous souhaitez, c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins long. Et c'est dû principalement à la taille, aux caractéristiques et à la diversité de formes que l'on peut retrouver dans la nature. Donc je ne suis pas très inquiet sur le Senson, puisque la diversité de formes, ça n'a rien à voir avec celle du Datura, par exemple, où on a un petit peu galéré quand même. Le Datura est capable de fleurir à 10 cm au-dessus du sol et est capable de fleurir aussi à 3,50 m au-dessus du maïs. Il a une diversité de formes et d'adaptation qui est incomparable dans son environnement. Donc, de ce côté-là, à part la taille, les caractéristiques sont assez bonnes. La qualité, moi j'insiste vraiment sur la qualité de la base. C'est vraiment d'avoir, vous l'avez dit juste avant, c'est d'avoir cette expertise en Malherbe, tant pour la labellisation que pour la revue qualité, pour avoir au final un service digne de ce nom. Si on fait appel à la contribution du peuple de temps en temps, on intègre dedans forcément des biais, puisque tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance et au final, la base perd de sa qualité. Le troisième point, c'est que l'intelligence artificielle n'est jamais figée. Tous les modèles sont en amélioration continue, comme je l'ai expliqué. Chaque année, on va réinjecter. Et ça, c'est ce qui fait la diversité des contextes. Et derrière la diversité des contextes, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'heure d'acquisition des images, c'est le type de sol, ça va être aussi la zone géographique, la luminosité. Là, en ce moment, on survole beaucoup en Espagne pour le Datura, la Morel et d'autres. Mais on a commencé à survoler en Angleterre et on voit que les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Et là, encore une fois, le modèle continue d'apprendre grâce à ces nouveaux contextes ou au nord de l'Europe. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle n'est jamais parfait. C'est toujours un compromis entre les vrais positifs et les faux négatifs, pardon. Et c'est avec les seuils de confiance qu'on va pouvoir être le plus exhaustif possible quant à la livraison des modèles. Et puis après, ce qui est plus inquiétant pour le modèle Senson, c'est la faisabilité économique, parce que plus on va voler bas, plus on va avoir des débits de chantier très, très faibles et donc des coûts de production plus élevés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque derrière, en termes de perspective, on va avoir de nouveaux capteurs qui vont arriver. On va avoir de nouveaux capteurs qui vont arriver. Là, aujourd'hui, on est sur du 61 millions de pixels, mais on a déjà identifié un capteur de 150 millions de pixels qui va donner plus de précision, plus de définition au sol et qui va nous permettre de voler plus haut, donc d'avoir une emprise un peu plus importante et d'augmenter les débits de chantier. On va avoir aussi des capacités pour tirer les coups avec l'arrivée de batteries hydrogène qui va permettre de gagner en autonomie de vol relativement importante, puisqu'aujourd'hui, un jeu de batterie, c'est 45 minutes à peu près dans le meilleur des cas sur ce type de drone. Là, vous allez passer à 2h30, 2h45 en termes d'autonomie, donc c'est quand même bien pour faire les parcelles. On a la capacité de voler aussi en essa avec différents drones. Là, on a fait des tests dans les grandes plaines du sud-ouest sur du maïs. Avec 8 drones, on a survolé 750 hectares en 2h40. Voilà, donc ce qui permet vraiment d'avoir des débits de chantier et de tirer les coups également. Et puis après, ce que je crois beaucoup, mais là encore c'est une question de législation, parce que je pense que c'est très bien encadré aujourd'hui, mais ça va permettre de sérieusement changer les choses, c'est les drones autonomes. Aujourd'hui, les drones sont capables d'être en autonomie complète. Je ne sais pas si j'ai encore une minute. Ouais. On a un projet, c'est pas un projet, c'est un service qui s'appelle le GeoCannabis au Canada. Donc on survole du cannabis thérapeutique et récréatif, où on a un drone qui est piloté de Toulouse et il fait toutes les prestations de Toulouse. Il va se recharger en électricité et il va délivrer l'ensemble des informations. Donc le drone autonome, il faut l'imaginer à court ou moyen terme sur les exploitations. Et le matin, vous lui faites faire une tâche d'aller détecter des adventices. L'après-midi, ça va être pour de l'arpentage ou pour une autre activité. Et aujourd'hui, le drone, aujourd'hui, demain, lorsque la législation, parce que la technologie est prête, on aura la possibilité d'avoir ces drones autonomes à façon chez vous et on nous transférera directement les informations sur notre serveur pour le traitement et les livraisons. Donc on gagnera aussi en temps. Donc les perspectives aujourd'hui sont relativement bonnes, voire même très bonnes.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au tout début de la création des modèles des IA, en tout cas dans le monde agricole, avec assurément des perspectives, il faut y croire, et des possibilités énormes, mais celle-ci ne sera rien sans l'expertise et l'intelligence agronomique. On le voit, dès qu'on a des biais, les bases de données sont de mauvaise qualité. Voilà. Merci beaucoup, Merci pour votre Francis, pour cet exposé très clair et qui effectivement montre bien à la fois l'application concrète de l'intelligence artificielle et puis montre aussi ce qu'on est capable de faire dans le cadre de projets qui font intervenir des acteurs privés comme on l'a montré dans le cadre du Parsada. On a pris un petit peu de retard, mais on a le temps peut-être pour une question. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, une question de Nicolas. Question courte, réponse courte, si oui. possible. Nous, dans les PAM, on a 36 000 cultures. Donc là, vous détectez des adventices, c'est bien. Les détruire, ce serait mieux. Il y a des sociétés qui commencent à faire comme ça avec de l'intelligence artificielle et de la vision de la destruction mécanique par laser ou par pulvérisation ultra ciblée. À chaque fois, ça coûte très très cher quand on veut faire des algorithmes pour des cultures spéciales. Je voulais savoir si vous échangez, si ça vous arrive de revendre des bouts d'algorithmes à d'autres sociétés de manière à ce qu'on ait des produits qui finissent par être abordables pour investir dedans. Alors, à ce jour, non. On a quelques échanges avec quelques sociétés, mais c'est plus en fait de complémentarité. On n'oppose pas les systèmes. Je ne sais pas si je peux citer une société en particulier, EcoRobotics par exemple, où on travaille indirectement avec eux, mais au travers de la distribution agricole, puisque en fait on utilise notre technologie pour orienter l'outil à utiliser au final. C'est-à-dire que, par exemple, on survole quelques parcelles en grande culture, c'est du haricot ou du petit pois, où on va détecter une surface foliaire à détruire. Et en fonction de cette surface foliaire, si c'est 80%, ça ne sert à rien d'envoyer un EcoRobotics. Si c'est 20%, là, ça vaut le coup. À 80%, on va plutôt faire de la pulvérisation ciblée, mais via le producteur, donc pour une question de coût et d'économie. Et après, on utilise en fait EcoRobotics. On lui fournit la surface à traiter, il prépare son volume de bouillie et il va compléter. Donc on est plus utilisé comme un outil d'aide à la décision, à l'observation, qu'un outil d'aide à la décision au final. Et concernant le partage des données, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes. On échange un petit peu sur la méthodologie, mais comme on n'est pas sur les mêmes images en termes d'acquisition, nos modèles ne fonctionnent pas de la même façon. Donc il faudrait éventuellement travailler de concert pour avoir le même capteur, pour avoir quelque chose de bénéfique au final. Mais on est complémentaires, si vous voulez. Pareil pour les pulvées ciblées.